BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est le président délégué du MEDEF, Patrick Martin, qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Alors, on va se parler très franchement ce matin. C'est pas facile ce qui nous attend, la feuille de route. La feuille de route de la Première ministre, Elisabeth Borne, c'est la transition écologique. On est tous convaincus qu'il faut le faire. Sauf que, qui va payer l'addition ? Et vous dites, au MEDEF, avec Rexecode depuis hier, ça va coûter 35 milliards d'euros d'investissement supplémentaires par an aux entreprises. Qui paye ? Qui paye. Alors, il y a ce que les entreprises vont devoir payer, il y a ce que les ménages, les particuliers vont devoir payer. À peu près l'équivalent, hein. Au même moment où, indépendamment même du ralentissement significatif de la conjoncture, on est confronté à un problème de productivité. On le voit de manière désolante à travers le déficit commercial qui n'en finit pas. 100 milliards d'euros par an. 100 milliards en tendance annuelle. Ouais. Donc c'est un vrai dilemme. Bon, pour autant, nous, au MEDEF, on est très motivés pour aller vers cette transition. On pense d'abord qu'on n'a pas le choix. On pense plus positivement que ça crée des opportunités. Mais il faut se dégager des marges de manœuvre financières à hauteur de ce que vous avez indiqué. Donc il va falloir partager la charge. Il faut que l'État, la collectivité aide les entreprises, pas pour faire des super bénéfices, simplement pour financer ces 30 à 40 milliards que chaque année, d'ici 2030 puis 2050, on va devoir consacrer à cette transition. Alors vous avez une idée, même si la ficelle est un peu grosse, hein. Vous dites 35 milliards, ça correspond au supplément d'impôt de production que la France a par rapport à ses principaux partenaires, notamment l'Allemagne. Donc baisser les impôts de production de 35 milliards. Sauf qu'Emmanuel Macron, il a promis 7 milliards. On est loin du compte. Oui, alors c'est une option, c'est un hasard de chiffres en définitive, si ça retombe sur la demande qu'on avait formulée dans la perspective des présidentielles. Alors si c'est pas sous cette forme, c'est sous forme de crédit d'impôt, c'est sous forme d'amortissement accéléré des très lourds investissements qu'on va donc devoir faire. Mais quoi qu'il advienne, il faut qu'on trouve une solution, sans quoi on ne sera pas au rendez-vous de cette transition. Ça ne sera pas bon pour notre pays, pour la planète, mais également pour nos entreprises qui sont à partir de là disqualifiées. Alors je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit la transition écologique, on en est tous convaincus. On en est vraiment tous convaincus parce que, bien sûr, la planète brûle, on est convaincus qu'il faut faire quelque chose, sauf que est-ce que tous les pays, toutes les entreprises à travers le monde vont faire la même chose que nous? On est très bien placés en France, hein, dans le top 5 mondial, on est dans le top 5 des économies qui sont le plus en phase de transition et de décarbonation. On veut être des modèles, des bons élèves, mais est-ce que ça ne va pas nous coûter notre place et notre rang de nation industrielle? Juste pour rappel, deux chiffres. La France, 3% du PIB mondial, 0,9% des émissions de gaz à effet de serre. On est effectivement un pays, une économie vertueuse. Alors, c'est ça le vrai dilemme. Est-ce que tout le monde va jouer avec la même règle? C'est ça. Donc nous, on est très allant au niveau européen, notamment sur ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières. C'est le MEDEF qui a porté ça pour commencer auprès des patronats des pays voisins. L'Union européenne est en train de s'approprier ce concept qui va être difficile à mettre en œuvre, mais il faut le faire. Après, effectivement, est-ce que les Chinois, est-ce que les Indiens, dont on parle peu, et dont les émissions de gaz à effet de serre ont explosé sur les dernières décennies, au même moment où les nôtres diminuaient, se conformeront ou seront dans le même état d'esprit? C'est une grande question. Vous avez vu que les pays africains, hier, ont dit pourquoi est-ce qu'on arrêterait la production de pétrole ou de gaz pour faire plaisir aux pays riches, alors qu'eux ont de l'avance et que nous, pour rattraper notre retard économique, on a besoin des hydrocarbures et on ne veut pas, et c'est un pays de l'OPEP qui le dit, on ne veut pas baisser notre production d'hydrocarbures. Oui, alors moi, ça me parle, si vous voulez, mon entreprise intervient notamment en Afrique de l'Ouest dans ce secteur et on voit très bien que l'économie de ces pays tient à la production d'hydrocarbures. Bien sûr. Donc on peut comprendre le raisonnement. Alors il va falloir, en plus de ce que l'on fait pour nous-mêmes, ce que l'on fait pour l'Europe, il va falloir aller plus loin dans l'aide à ces pays, en tout cas les plus déshérités d'entre eux, pour organiser le plus vite possible leur transition, par exemple vers le photovoltaïque. Ah oui. C'est un atout pour l'Afrique, hein, le photovoltaïque. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, après il faut organiser les réseaux parce que ce n'est pas à ce jour la consommation propre de l'Afrique. Non mais par exemple, il pourrait utiliser cette électricité photovoltaïque pour produire de l'hydrogène. De l'hydrogène vert. Vert et nous le vendre par exemple. Hein. Absolument. C'est une possibilité. Absolument. Et il y a déjà des initiatives qui sont prises, y compris par des investisseurs français, je pense à Total Energy par exemple, pour développer des grandes fermes photovoltaïques en Afrique. Alors vous réclamez à l'État, et on comprend, de participer à cet effort d'investissement des entreprises, 35 milliards d'euros par an, sauf que vous avez vu, l'État n'a plus beaucoup de ressources. D'abord parce que la crise économique est là, le ralentissement, les taux d'intérêt augmentent, l'État est déjà très endetté. On n'a pas l'impression qu'Elisabeth Borne ait pour mission de réformer l'État, en tout cas de baisser les dépenses publiques. Où est-ce qu'on va trouver cet argent ?
Bien, je crois qu'à la fin des fins, même si ce sujet a été une fois de plus complètement occulté dans le débat pour l'élection présidentielle, c'est bien de la réforme de l'État, de la sphère publique d'une manière générale que pourront venir les marges de manœuvre. Alors il faut que ça se fasse de manière là aussi planifiée. On est un peu intrigué, un peu inquiet en définitive qu'à nouveau ce sujet n'ait pas été posé. En dehors de cette solution, on n'en voit pas beaucoup d'autres. Oui, mais pourtant, il y a urgence. Vous le dites, hein, les investissements pour décarboner l'économie, c'est maintenant, et c'est tous les ans. Sauf que vous avez vu les priorités d'Elisabeth Borne, c'est le pouvoir d'achat, on peut comprendre. Hein. Un plan d'urgence pour le pouvoir d'achat des Français présenté dès l'été, et aucune réforme structurelle de l'État, à part la réforme des retraites, qui est sans doute importante dans l'idée qu'il faut travailler davantage pour augmenter notre compétitivité, mais qui ne sera pas suffisant. La réforme des retraites, d'abord, il faut voir quelle forme elle prend, quelles contreparties, le cas échéant, seront données. Est-ce qu'à partir de là, elle produira effectivement des effets financiers? Mais finalement, l'intérêt principal ou l'enjeu principal de cette réforme des retraites, vous l'avez évoqué, c'est qu'effectivement, on augmente notre capacité de travail, donc notre PIB, donc l'assiette des recettes fiscales et sociales d'ailleurs, en s'organisant, y compris les entreprises pour les emplois des seniors en particulier, en s'organisant pour que le taux d'emploi augmente dans notre pays. Parce que c'est là la principale différence par rapport à nos concurrents, et c'est de là que viennent une partie de nos déficits. Est-ce que vous êtes inquiet, Patrick Martin, du tour que prend, enfin, de ce qui est en train de se passer, effectivement, cet effet de ciseaux entre, d'un côté, un État qui est au plafond, c'est ce que disait le gouverneur de la Banque de France, Édouard Gallo, hein, de sa capacité d'endettement et de dépenses, et de l'autre, des besoins énormes. Est-ce que vous êtes inquiet ce matin ? On est inquiet, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que les marchés financiers se tendent, le coût de la dette va augmenter. Il peut y avoir à un moment donné un problème d'accès à la dette, hein, si la crédibilité, la solvabilité de la France, de ses finances publiques sont mises en cause par les marchés internationaux. L'Europe, qui a fait beaucoup dans la période Covid, notamment avec les 750 milliards du plan de relance, l'Europe manifestement à ce jour ne s'accorde pas pour dire qu'il faudrait en quelque sorte un deuxième plan de relance. Donc on n'est pas loin de l'épreuve de vérité. Il ne faut pas dramatiser, pour autant la France reste un pays riche, mais si la solution passe par une augmentation, notamment pour les entreprises, des prélèvements obligatoires, on rentrera dans la logique infernale qu'on a connue au début des années 2010, c'est-à-dire de la destruction d'emplois, le ralentissement d'investissement, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors justement, le paradoxe, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont encore ouverts. Il y a quelques minutes, on a eu le chiffre du chômage selon le BIT, hein, au premier trimestre, 7,3%. C'est le meilleur chiffre depuis 85, je crois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de l'état de l'économie française? C'est que pour l'instant, tout va bien? On est encore, et pourvu que ça dure, on est encore sur le trend d'une très forte croissance, d'une très forte dynamique d'investissement et de création d'emplois liée à 2021. Les carnets de commandes demeurent bons. Ouais. Moi, dans l'exercice de ma profession, je suis avant toute chose un entrepreneur avant d'être au MEDEF, les carnets de commandes sont encore bons. Et vous continuez à recruter, j'imagine, comme beaucoup d'entreprises. Et j'ai toujours des difficultés à recruter. J'ai 127 postes ouverts dans mon entreprise que je n'arrive pas à pourvoir. Alors, il va y avoir un moment de bascule, évidemment. On est très dépendant de ce qui va se passer en Ukraine et qui nous échappe complètement. On est très dépendant également de ce qui se passe en Chine. Ah oui. On parle un petit peu moins, en tout cas dans le débat public, et qui, sur le plan strictement économique, est finalement plus important encore que ce qui se passe en Ukraine. Il peut y avoir des signaux positifs, en tout cas du côté chinois, si la stratégie sanitaire un peu intrigante du gouvernement chinois donne des résultats. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise à votre place, hein, Patrick Martin, qui nous disent qu'ils sont inquiets de la situation de leurs salariés en Chine, hein, qui ont été confinés, qu'ils ont dû approvisionner en nourriture, par exemple, dans les usines, et effectivement par l'effet domino des ruptures d'approvisionnement que ça va créer dans les prochaines semaines. Oui, il y a je ne sais pas si c'est 500 ou 1000 porte-containers qui tournent en rond devant les ports chinois. Évidemment, ça grippe toutes les chaînes d'approvisionnement et immanquablement, ça vient surajouter à un climat qui est déjà un petit peu anxiogène pour les chefs d'entreprise. Mais je le redis, à ce jour, il n'y a pas de collapse, il n'y a pas de catastrophe. Et il y a même certaines difficultés d'approvisionnement que l'on pressentait et qui ne se sont pas concrétisées jusque-là. Je pense par exemple à l'aluminium, au titane, au noir de carbone pour fabriquer les pneumatiques. Il faut saluer le gouvernement, mais surtout les entreprises, qui avec beaucoup d'agilité ont su trouver des solutions de substitution, des approvisionnements ailleurs que par exemple en Ukraine ou en Russie. Bon, évidemment, tout ça est plus cher. Bon. Dans quelques jours, dans quelques semaines, vous aurez une première rencontre avec la nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, parce qu'il y a une conférence sociale
qui est prévu dans les jours qui viennent. Vous en attendez quoi de ce grand raout social ? Nous, on n'attend plus grand-chose des grands raouts sociaux. Bon. Mais enfin, nous connaissons bien Madame Borne. Nous savons qu'elle est efficace et soucieuse de délivrer, comme on dit. Donc, c'est peut-être une figure imposée. Mais ce qu'on a suggéré, ce que Geoffroy Roux de Bézieux a suggéré, c'est qu'on ait plutôt des conférences en format plus restreint sur des thématiques bien identifiées et en se fixant d'un commun accord et un calendrier et un objectif. Après, entre partenaires sociaux avec l'État, on tombe d'accord ou pas, mais au moins, on est efficace. Bon, la nomination d'Elisabeth Borne, globalement, c'était une bonne nouvelle hier ? C'est une bonne nouvelle. D'abord, c'est une femme. C'est vrai que c'est assez choquant, même totalement choquant, que dans l'histoire de la République française, pas seulement la 5e, ce soit simplement la 2e femme à accéder à cette fonction éminente. C'est une bonne nouvelle en ce sens qu'on la connaît. On a tous nos qualités et nos défauts, elle en a quelques-uns, mais enfin, elle est objective. Et puis, on attend surtout de voir ce que donneront les élections législatives, en espérant bien qu'il y aura une cohérence entre la majorité présidentielle, enfin, le président de la République et sa majorité, et puis ce que sera le discours de politique générale, parce que pour l'instant, on reste un petit peu dans le flou, et on a quand même une crainte, c'est que soit remise en cause la politique de l'offre, qui, vous l'avez souligné à l'instant sur les créations d'emplois, a quand même donné de bons résultats. Vous disiez, elle a quelques défauts, lesquels ? Elle a une certaine autorité, mais je crois qu'il en faut dans ses fonctions. On ne sait pas si elle écoute, c'est certain, mais si elle entend toujours. Voilà. Mais à nouveau, son poste est difficile. Républicainement, nous lui souhaitons de réussir, puis c'est aussi notre intérêt. Merci Patrick Martin, président délégué du MEDEF, d'avoir été l'invité de Good Morning Business au lendemain, justement, de cette nomination de la Première ministre.